C'est Tu moi ou... Ah, là, c'est bon. Non, c'est bon, t'entends. Ok, d'accord. N'hésitez pas à me dire parce que je pensais que c'était bon, mais pas de problème. Désolée. Eh bien, bah voilà, bonne transition. Sarah, est-ce que tu peux te présenter, présenter ce que tu fais à Partech Shaker et chez FML Agency? Ok, donc très rapidement, moi c'est Sarah, je bosse pour un fonds d'investissement qui s'appelle Partech, qui est un gros fonds quand même de la place en Europe. On a 2 milliards sous gestion, on a investi dans 200 startups, du seed au late stage, donc un gros fonds d'investissement. Et qu'est-ce que je fais pour ce fonds? Je ne suis pas dans les équipes de venture, donc moi j'investis pas, je ne cherche pas des deals et j'investis pas dans des boîtes. Je suis dans l'équipe plateforme de ce fonds et notamment j'accompagne les sociétés en fait post-investissement dans toutes leurs problématiques de recrutement et ça fait un peu le lien après avec A Female Agency. Donc je fais ça pour Partech. Je gère aussi un lieu où je suis du coup et c'est un peu le flagship de Partech à Paris. On accueille beaucoup d'événements. Enfin, jusqu'alors, on accueillait beaucoup d'événements pour l'écosystème au niveau des bureaux. Donc je m'occupe aussi de ce PNL-là. Et donc, parallèle de tout ça, le sujet talent, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai développé toute cette partie portfolio support sur l'accompagnement de nos sociétés en portefeuille sur le recrutement de C-level. Et donc, en parallèle, j'ai créé avec Alexia, qui est du coup mon associée sur le projet, A Female Agency, qui est aujourd'hui le premier compte Instagram pour la promotion et le recrutement de top talents féminins. Donc, je reviendrai peut-être dessus après, Julie. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Lorraine, toi, tu es entrepreneuse et tu as cofondé Woomiz avec Alex. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et Woomiz? Oui, alors, Ah, ouais, j'ai des problèmes de son. moi, On t'entend pas bien. On t'entend pas bien, Lorraine. Est-ce que tu peux peut-être couper ta caméra? Je pense qu'on t'entendra mieux. c'est mieux sans la caméra. Oupsie. C'est dommage, on t'entendait bien. Ouais, on t'entendait bien avant, mais là, ça coupe beaucoup. C'est bizarre, oui. Attends, je vais t'arrêter ta vidéo. Ah mince. Est-ce que c'est... Bah non, c'est toi, Lorraine. Ouais, faudrait peut-être qu'elle se reconnecte. Ouais, Lorraine, je t'invite à te reconnecter. On va plutôt du coup passer à Adrien et on pourra reprendre après. Adrien, est-ce que tu peux nous parler justement d'Eldorado? Bien sûr. Merci, merci de l'invitation et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Adrien, le fondateur de la plateforme Eldorado, qui est une plateforme de financement de l'innovation. Concrètement, on aide les entrepreneurs à trouver tous les types de financement adaptés à leur projet en fonction de leur taille, leur stade de développement, grâce à une plateforme. Et je suis alumni aussi de Dauphine. J'ai fait un master pro, donc le master finance et fiscalité de l'entreprise, 221 d'ailleurs, je ne sais pas si ça a changé les termes. Donc, j'ai que d'excellents souvenirs à Dauphine. Et puis, on est aussi partenaire de l'incubateur et donc on aide les entrepreneurs à s'y retrouver dans la jungle du financement. Et j'espère qu'aujourd'hui, on pourra vous apporter quelques éclaircissements sur ce sujet passionnant qu'est la mixité dans la tech. Merci, Adrien. Et Valentine, est-ce que tu peux nous parler de Founders Future? Est-ce que tu fais également? Bien sûr. Moi, je suis comme Adrien, je suis une ancienne de Dauphine aussi, donc je crois que j'ai fait je crois que c'est le 214, donc le master de droit, voilà, et de fiscalité d'entreprise aussi. J'ai commencé en tant qu'avocate et puis en tant que business angel. En fait, j'ai transformé ma mineure en majeure et donc maintenant j'ai rejoint donc un fonds d'investissement qui s'appelle Founders Future, ou plus particulièrement donc on dit qu'on est un venture studio, donc on fait deux choses. On fait principalement, enfin vraiment très, 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 très principalement de l'investissement dans des jeunes entreprises innovantes, donc au stade vraiment de l'amorçage early stage. On a d'ailleurs des très heureux investisseurs d'Eldorado. Donc voilà. Et également, une fois par an, tous les ans et demi, on crée nous-mêmes une entreprise donc en Startup Studio, et donc d'où le Venture Studio qui est une contraction entre Venture Capital et Startup Studio. Et donc vraiment, on intervient principalement dans la tech et digital, mais aussi dans le financement d'entrepreneurs à mission qui veulent réconcilier impact et business au premier stade de l'entreprise. Merci beaucoup, Valentine. Est-ce
Est-ce que Lorraine est revenue? Oh non, tu bugs toujours, désolée. Peut-être lui demander sur son téléphone. Je sais pas si ça peut fonctionner peut-être parfois. Ouais, on peut peut-être essayer comme ça, Lorraine. Je t'appelle Lorraine, je pense qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple et je mets en haut-parleur. Ouais, non, peut-être se connecter sur le Zoom avec son téléphone. Ah, se connecter sur Zoom avec le téléphone? Ok, on peut peut-être faire ça. Parce que parfois, les ordinateurs se connectent moins bien en Wi-Fi Ouais. qu'en Moi, je 4G. t'entends plus là. Vous entendez plus qui? Moi? Vous m'entendez? Ouais, Sarah n'a pas l'air de m'entendre. Là, c'est bon. c'est bon, ça va revenu. On va y arriver. Ça va aller. Très bien. Bon, bah, en attendant que Lorraine arrive à trouver un moyen, Adrien, est-ce que tu peux nous faire une vision globale de la situation en France? Je sais que tu es partenaire de Sista, de 15 in Tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces chiffres? Ouais, avec plaisir. Donc, déjà, on va essayer de ne pas dire des choses que tout le monde connaît, qu'il y a une grande sous-représentation des femmes dans l'écosystème tech parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais peut-être pour l'imager et pour voir de quoi on parle, c'est important de voir un peu de quelles statistiques dont on parle. Et avant de parler du pourquoi, du comment, on est partenaire de Sista, mais on n'a pas exactement les mêmes statistiques. Donc, c'est marrant, on a des statistiques un peu plus encore compliquées. On parle en fait de 2019, on parle de 3,3% des financements qui sont donc des quasiment 5 milliards d'euros en 2019 qui sont alloués aux entrepreneurs femmes porteurs de projets. Donc, on comprend que la problématique est colossale parce que le montant, tout de suite, 3,3% est très problématique. Et depuis 2018-2019, il y a cette tendance de faire émerger la problématique de la mixité et de la non-mixité dans les équipes fondatrices et fondateurs d'une start-up et du coup de la chaîne de financement qui paraît carrément congestionnée même pour les femmes puisque beaucoup d'entre elles n'ont même pas l'impression que c'est pour elles les levées de fonds tellement le montant est ridicule par rapport au montant global des levées de fonds. Pourtant, depuis 2015, 2014, 2015, on est sur un écosystème qui se renforce sur plein d'aspects. L'accompagnement des entrepreneurs, les structures, le montant de levée de fonds, le nombre de créations d'entreprises, le nombre de créations de startups, tout est exponentiel, mais pas ce chiffre qui, du coup, depuis 2018-2019, il y a une tendance de fond qui a émergé pour faire en sorte que ça se rééquilibre, mais du moins que ça progresse. Et la progression a commencé. Est-ce que c'est du fait des initiatives, des associations, du fait qu'on en parle? On peut penser que oui, et que les habitudes évoluent, que l'écosystème du financement, des fonds d'investissement, etc., se diversifie aussi. Donc, indirectement, ça commence à porter ses fruits, mais c'est très faible. L'année dernière, les femmes porteurs de projets, donc dirigeantes d'entreprises de start-up, ont réussi à capter que 4,9% du total. C'est une légère augmentation. Sista parle d'un petit peu plus dans ses rapports, puisqu'elle parle de quasiment 8% fait par des équipes fondatrices. Parfois, le delta se fait en faisant en sorte de calculer les entrepreneurs qui ont une femme ou toutes les femmes fondatrices de l'entreprise. Mais 8%, c'est le nombre, selon Sista, des équipes qui sont soit mixtes, soit exclusivement féminines. Bon, que ce soit 4,9 ou 8%, ça reste quand même très faible, très sous-représenté. Dans l'écosystème global des startups, de toute façon, il y a une sous-représentation, que ce soit au niveau des investisseurs, des structures d'investissement ou des startups et de leur équipe, puisque les profils tech, etc., sont quand même à une grande majorité masculines. Donc, il y a cette problématique qu'on voit, même s'il y a une légère augmentation. On va parler de pourquoi. Mais dans l'autre côté, ce qui veut dire, c'est que 92% des
équipes qui lèvent des fonds sont 100% masculines. Donc, ça reste quand même très difficile de constater des progrès, mais on est au démarrage de ces progrès. Donc, il y a des initiatives. Déjà, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des conférences comme celle-ci. Il y a de la démocratisation de ce sujet qui se fait. Il y a Sista et le Conseil national du numérique qui ont écrit une charte dans laquelle il y a plus de 56 fonds qui sont signataires. Je crois même, évidemment, Founders Futurier, Partech, etc. Il y a cette logique de faire un mouvement d'ensemble. Même la problématique est portée même par Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, la French Tech, puisque en plus, on a la chance d'avoir dans les instances représentatives la directrice de la French Tech est une femme, la directrice de Station F est une femme. Donc, il y a aussi cette problématique de mettre en avant, sans le pointer d'ailleurs, c'est un des sujets, mais on en parlera tout à l'heure, le fait qu'il y ait des femmes qui sont de plus en plus présentes dans l'écosystème. Et on peut penser du coup que les chiffres vont s'équilibrer. L'autre problématique sur les statistiques, avant de laisser la parole, c'est au niveau des fonds d'investissement et des structures d'investissement. Il est difficile, nous on fait beaucoup de statistiques sur les fonds, etc. Mais il est difficile de voir combien de partenaires sont femmes dans tous les fonds d'investissement français qui existent. Mais Sista parle de 13% des femmes partenaires dans les fonds signataires, donc dans la quasiment soixantaine de fonds. Donc, c'est 50% de plus que la moyenne des principaux fonds français, parce que les femmes partenaires de fonds, ça reste quand même une exception. Et du coup, c'est une des problématiques, on va en parler encore une fois, mais le fait qu'il y ait une chaîne du financement qui soit un peu bloquée depuis des années, des biais qui se sont créés, c'est aussi du fait que l'écosystème du financement et de l'investissement soit essentiellement quasiment masculin. Donc après, pourquoi parler de ce sujet, et ça ouvrira le débat, mais mon sentiment, même si tu ne me l'as pas demandé, pourquoi nous on milite, enfin chez Eldorado, on milite vraiment pour une équité dans l'accès au financement, et on parle pas que des femmes qui sont sous-représentées, mais aussi des minorités. Alors, il y a les femmes sous-représentées dans la tech, il y a des minorités qui sont sous-représentées dans la tech. Et pourtant, l'écosystème, comme tout écosystème, plus il est divers et plus il est diversifié, plus il est fort. Donc, notre logique est de dire les entrepreneurs de province, de régions, diversité, issus de quartiers défavorisés, issus de l'immigration, toutes ces couches qui sont sous-représentées font participer à une diversité de l'écosystème. Là, on parle de la mixité. Ça va, c'est pas une minorité, hein, les femmes, mais c'est une sous-représentation qu'il faut inverser. Et on a tous à y gagner, puisque on va voir qu'il y a de plus en plus de succès en ayant des équipes mixtes, des équipes d'origine différentes, sociales, de genre, etc. Pour ça, il appartient quand même à que ça vienne à la fois du bas, donc c'est-à-dire des conférences, des débats, des articles, des sujets de fond, des rôles modèles, mais aussi du haut. C'est-à-dire qu'on impose qu'on impose ne serait-ce que de se pencher sur une problématique, comme le fait Sista, aux investisseurs eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'investissement, sachant que BPI France, qui a une très grosse activité dans l'écosystème de l'innovation du financement, a déjà cette problématique aussi à cœur, puisqu'ils investissent, c'est le premier investisseur dans les femmes dans l'écosystème, BPI France, en termes de fonds. Mais voilà, c'est difficile de faire les choses si ça ne vient pas aussi du haut. On va en discuter, mais en tout cas, voilà un peu le panorama pour être un petit peu plus détaillé. Merci beaucoup, Adrien, pour ce grand panorama. Sarah et Valentine, vous qui travaillez toutes deux dans des fonds, est-ce que ces chiffres, ça résonne en vous? Valentine, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, j'irai après. Ok, bah, évidemment, moi, ces chiffres, je les connais. Et j'y travaille beaucoup. Donc, merci de les avoir rappelés, Adrien. Puis, franchement, tu as fait un beau travail de récap sur l'état des lieux de l'écosystème tech, en tout cas en France. Et d'ailleurs, les chiffres ne sont pas très loin non plus en Europe. Donc, évidemment, ces chiffres-là, on les connaît. En fait, je pense on en est encore au moment où il faut en parler. En fait, malheureusement, il faut encore éduquer, il faut en parler. Tu l'as dit, BPI a une énorme action dessus avec des partenaires comme Sista, parce qu'il faut en parler, mais après, il faut agir.
Donc, il y a tout un rôle d'éducation encore de l'écosystème à faire en se disant que non, ce n'est pas normal, que seulement, tu as mentionné, je crois que c'est 3,4%, 3,7% de tout ce qui est élevé aille auprès d'hommes. On représente 50% de la planète, enfin, c'est toujours la même histoire. Donc, évidemment, il faut en parler et après, il faut des actions. Donc, Sista, moi aussi, je suis donc membre du collectif depuis pas mal de temps et je suis très engagée. Et chez Partech, évidemment, et alors nous, on n'est pas forcément des bons élèves, même si on essaie de recruter, on recrute plus de femmes partenaires, mais c'est un vrai problème, enfin, qu'on se le dise. D'ailleurs, j'ai un de mes analystes, il y a un autre problème qui est en train de se passer. Adrien, et d'ailleurs, je veux bien votre avis sur le sujet, c'est que les fonds s'équipent aussi d'équipes féminines, mais tout en bas de la chaîne et pas forcément tout en haut. Et donc, j'avais un de mes analystes là, qui cherche du boulot et qui ne trouve plus parce qu'on ne recrute plus que des filles en tant qu'analystes. Et franchement, ça devient aussi une discrimination positive, mais par le bas. Et donc, tout le travail aujourd'hui que moi, j'essaie de faire avec A Female Agency, et c'est bien là où je pense qu'il faut mettre l'intérêt, c'est à des fonctions de C-level, voire à des fonctions aussi de partenaires en fond pour changer le game dans l'écosystème parce qu'on n'arrivera pas par le bas. Et d'ailleurs, il me disait, vous êtes passé de secrétaire à analyste. C'est terrible comme phrase, mais je l'entends. Je pense que c'est pas tout à fait faux de la part de quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi et qui dit super, mais je pense pas qu'on changera la donne comme ça. Pour revenir sur les fonds d'investissement, nous, on est un peu moins mauvais élèves que les autres sur les derniers chiffres. Du coup, on traque tous nos cofondeurs, nos fondateurs, nos levées de fonds, etc. Donc, on a signé la charte Sista. Et là, on a évolué. Donc, tu as raison, Adrien, de dire que en fait, c'est quand même assez chouette de voir les résultats parce qu'en un an, on a des résultats qui sont assez significatifs par du travail aussi. Enfin, du coup, on n'a pas mentionné tout le travail, mais il y a plein d'entreprises qui travaillent, comme Gloria, qui travaillent sur les biais inconscients des équipes, au recrutement, etc. Donc, c'est dans ce mood de l'éducation et travailler sur des gens. On a tous des biais inconscients dans le recrutement, travailler sur ces biais en fond et puis dans les équipes dirigeantes. Donc, nous, je crois qu'aujourd'hui, les derniers chiffres que j'avais notés, moi, je pourrais vous les repartager, mais on est un peu au-delà de 7% de femmes cofondatrices. On était plus autour de 25%, mais je vous repartagerai les chiffres, donc c'était pas mal. Donc, on a fait pas mal d'efforts, mais c'est parce qu'on en parle. Et après, du coup, vient l'action. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Il y a aussi un truc, Adrien, tu mentionnais, on est plus fort en équipe diversifiée. Donc, évidemment, les minorités, ça fait partie aussi du problème. On parle des femmes, mais évidemment, la sous-représentation de minorités, c'est aussi un problème. Et tu as des super assos qui bossent aussi sur ce sujet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Eh ben, je vous enclin, on partagera peut-être le brut de Christine Lagarde qui disait ouais, il faut peut-être mettre des quotas. Oui, il faut peut-être en arriver à mettre des quotas. C'est toute la problématique des quotas. Est-ce qu'il faut en arriver jusqu'à mettre des quotas sur des équipes dirigeantes, etc. Travailler sur la discrimination positive à très haut niveau dans tous les écosystèmes quasiment uniquement masculins. Donc, tu as tout ce problème en haut et puis qui pourra rejoindre aussi le problème du bas qui est l'éducation. Puisque, en fait, vous, les jeunes, je pense que vous êtes pas mal connectés. Quand tu n'as pas de rôle modèle en haut qui te dit c'est possible, et en fait, c'est cool aussi d'être une femme partenaire en fond, d'être une femme cofondatrice. Ouais, on arrive à avoir une famille, on est super épanouis. Il y en a encore que quelques pépites, mais plus il y en aura, plus ça engendrera aussi une volonté de la part de jeunes de se lancer. Et du coup, de se lancer à haut niveau et de se dire que j'ai les moyens et je peux y arriver. Et donc, pour finir sur parler peut-être un peu moins de fonds, mais de Female Agency, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on accompagne du coup, c'est tout petit, on accompagne une douzaine de profils et de top talents féminins qui ont 10 ans d'expérience dans des expertises de CFO, CPO, VP Sales, qui sont des femmes qui ont déjà un bon bagage et qui ont quand même ce syndrome de l'imposteur, de se dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que machin. Du coup, je pense que vraiment, dans tout ce sujet dont on est en train de se parler,
tu as aussi vraiment une question culturelle et d'éducation fondamentale de nos jeunes garçons et de nos jeunes filles. Et des choses sur lesquelles il faut travailler aussi. Et je pense que là, on a tous un rôle, et notamment ceux qui sont parents aujourd'hui, pour essayer d'éduquer différemment nos enfants pour qu'ils aient les mêmes chances et qu'ils aient envie aussi d'y arriver. Et peut-être que ce sera des questions aussi, j'espère, de l'audience sur ce sujet après. Oui, donc là, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de solutions, mais on va aussi en parler à la fin et on va imaginer de nouvelles solutions ensemble. Sarah, tu as parlé des postes C-level. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne tout ce qui est CFO, CEO. Peut-être qu'on peut faire une petite explication pour que tout le monde puisse comprendre. Petit aparté. Alors, j'espère que si vous êtes étudiant et que vous êtes à Dauphine, vous connaissez un tout petit peu le monde de la tech. Il faut absolument, de toute façon, que vous lisiez, que vous compreniez tout ce monde, parce que demain, la tech arrive un petit peu dans tous les métiers. Et donc, C-level, c'est des postes plutôt au niveau exécutif, donc de manager en start-up. C-level, donc le C veut dire chief, et donc Chief Finance Officer, c'est directeur financier. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi en anglais dans le jargon. Donc, directeur financier, directeur marketing, CMO, directeur marketing, head of sales, directeur des ventes. Et donc, tous ces C-level, évidemment, on les recrute en masse dans les startups et les scale-up. Pour revenir sur un chiffre aussi, donc moi, j'ai lancé pas mal d'initiatives, dont un talent pool chez Partech. On a aujourd'hui 200 startups en portefeuille et on a 2000 opportunités ouvertes dans le portefeuille, un peu plus de 2000, je crois, 2400 aujourd'hui, ce qui est monstrueux. Et on a fait x2 sur ce talent pool en l'espace de 3 mois. Donc, le secteur de la tech va très, très bien. Je voudrais aussi rassurer peut-être les étudiants autour de la table qui se disent que l'avenir est compliqué. Eh ben, l'avenir n'est pas compliqué partout. Par contre, il faut se former. Et de toute façon, moi, comme Adrien, comme Lorraine, comme tous ceux qui sont autour de la table, je pense qu'on a tous compris qu'il fallait se former tout au long de la vie, que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Donc, continuez à être au courant de ce qui se passe, à vous former, et puis regardez les métiers en start-up, en scale-up, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens. Et 2, les salaires et les disparités, ce que vous pouvez aussi, ce à quoi vous pouvez accéder est très intéressant, je trouve, pour des étudiants qui sortent d'école. Merci beaucoup, Sarah. Je vais vous partager en chat des petites infos. Super, on a déjà quelques questions, on va les prendre à la fin. Valentine, toi, quelle est ta réaction face à ces chiffres ? Écoute, nous, on a un problème de mixité chez Founders Future, c'est qu'on est 3 partenaires et on est 2 femmes et un homme. Voilà, donc on a un problème de mixité à l'envers. Et nous, on intervient vraiment, voilà, on fait vraiment du seed, donc on intervient vraiment au tout début de l'entreprise, on fait même du pré-seed et on fait même de temps en temps des entreprises vraiment. Il y a un PowerPoint, on a financé des entrepreneurs qui n'avaient même pas encore fini, qui s'étaient dropped out de Sciences Po et qui avaient un projet. Donc, on est très volumique parce que quand tu fais du pré-seed ou du seed, tu vois des milliers, tu rencontres des milliers d'entrepreneurs par an. Et donc, on est signataire de Sista aussi, et on est rentré un peu dans les chiffres de notre deal flow pour voir finalement, parce que d'où venait l'origine finalement de cette non-mixité dans les équipes de cofondateurs. Donc, on a regardé un peu par secteur. Et ça a été d'autres investisseurs l'ont fait également. Je pense à un médium de First qui est extrêmement bien fait et qui dit que par exemple sur 3000 sociétés de software qui ont été créées cette année, tu as uniquement 16% de sociétés de software dans lesquelles tu as une femme cofondatrice. Donc même si on avait financé l'intégralité des femmes où il y a une femme cofondatrice, donc ce ne sont pas uniquement une société fondée par une équipe purement féminine, tu ne peux pas arriver, si tu veux, on ne peut pas arriver, quoi qu'il se passe, à 50% dans la tech. Donc, le vrai problème, en tout cas, nous, de ce qu'on voit, sachant que dans notre portefeuille, on a 30% de notre portefeuille où il y a au moins une femme cofondatrice. Donc, on a plutôt des chiffres qui sont largement au-dessus du marché. Mais ce n'est que 30% aussi. Ça reflète à peu près, c'est même plus fort que ce qui est disponible, puisque finalement, un investisseur, tout part de son deal flow et de la création de société. Et donc, pour moi, en tout cas, le vrai sujet, et c'est très intéressant ce que disait Sarah, c'est justement c'est au niveau de la création des sociétés par des équipes mixtes. Puisque pour le moment, on n'a pas suffisamment en termes de ratio d'équipes mixtes, sachant que
si tu prends ces chiffres-là, donc tu en as 3000, tu n'en as que 16% qui sont, donc au moins une femme est cofondatrice, un VC ne finance pas 100% des startups qu'il rencontre, tu vas arriver à 1 sur 10, tu arrives assez rapidement finalement aux chiffres que tu as sur le marché. Et c'est particulièrement par un secteur. Donc, moi, je m'occupe plus particulièrement chez Founders Future de tout ce qui est FinTech et InsurTech. Donc, ce n'est pas un domaine très féminin, mais voilà, moi, j'ai toujours été la seule femme de toute façon dans tout ce que j'ai fait. J'étais avocate en cabinet d'affaires, j'étais la seule femme. J'étais en banque d'affaires, j'étais la seule femme. Donc, c'est des sujets, j'ai été habituée à ça. Mais dans ce qui est FinTech et InsurTech, et pour le coup, en Précide, nous, c'est même pas de l'inbound. On contacte énormément justement de C-level qui ont peut-être des idées de start-up. On échange énormément. Il n'y a quasi pas de femmes. Et voilà, donc c'est aussi vraiment une question je pense, d'éducation et de se dire, et exactement ce que disait Sarah, que c'est possible, qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui créent l'entreprise ou plus d'équipes mixtes, ou plus de femmes qui participent à des aventures entrepreneuriales. Et quand les investisseurs ont fait eux-mêmes ce travail de corriger leurs biais, et donc pourront être à même de financer plus d'équipes féminines. Il y a autre chose, je pense, nous on a des bons chiffres, mais on est un peu atypique, c'est qu'on ne finance pas que de la deep tech, on ne finance pas que des SaaS, on fait du consumer. Donc, on finance des marques direct to consumer, on finance d'autres secteurs qui ne sont pas forcément les premiers secteurs que les VC financent, et dans lesquels c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'équipes féminines que d'équipes masculines. Donc, ça dépend aussi finalement quel entrepreneuriat on finance. Et c'est vrai que l'écosystème du venture capital est plutôt pour le moment un écosystème qui finance, on va reprendre un peu de la deep tech, du SaaS, et donc des secteurs dans lesquels il n'y a pas encore eu une génération de femmes qui se sont dit que c'était possible ou qui ont été C-level elles-mêmes de scale-up et qui donc ensuite ont créé des entreprises. Donc, je pense que pour résoudre le problème, ça vient vraiment de la création de sociétés. Après, le troisième problème qu'on identifie dans nos portefeuilles, c'est que quand les équipes sont des équipes purement masculines, c'est-à-dire que tous les cofondateurs sont des hommes, que les premiers employés sont des hommes, c'est extrêmement difficile d'influer de la mixité ensuite dans les entreprises. Donc nous, c'est quelque chose notamment, par exemple, et ça nous a été soufflé par Valentine de Lastillerie de chez Sista, qui a une très bonne idée qui, dans les pactes, intègre par exemple le fait que quand il y a des recrutements, puisque dans les pactes, en tout cas des investisseurs, vous avez souvent le fait que pour des gros postes, on puisse en tout cas, rien imposer certes, mais en tout cas voir les candidats, qu'il y ait au moins une femme dans ces candidats, parce que en trouver au moins une, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la discrimination positive et qu'il faut la prendre parce que c'est une femme, parce qu'il y a rien de pire. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui vous dit que quand nous les femmes, on aura un job parce qu'on est une femme, ça y est, on sera enfin égaux aux hommes. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut être recruté parce qu'on est compétente et pas parce qu'on est une femme. Donc, moi, je suis assez contre, pour le coup, la discrimination positive. En revanche, que dans la sélection de profils, il y ait la contrainte en tout cas, de au moins identifier un profil féminin, on pense que c'est une façon de susciter qu'il y ait plus de mixité dans les postes de C-level. Donc, nous, c'est vraiment notre démarche. C'est que quand on voit qu'il y a des constructions de sociétés où il n'y a pas de mixité, mais ni de diversité, en tout cas, il n'y a pas de complémentarité de profil, c'est d'essayer de l'insuffler justement comme ça. Mais réellement, et nous, on traque vraiment tous nos chiffres, tout notre deal flow et qui est très volumique. Pour financer plus de services, il faut qu'on ait plus de sociétés créées par des femmes qui soient disponibles, quoi. Ça me permet de juste rebondir sur un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure sur le nombre de créations. Ça évolue, ça positivement, puisqu'il y en a 21% des startups créées en 2020. Donc, on tape sur environ 2500-3000 startups par an en France créées, ont au moins une fondatrice féminine. Et ça, c'est 4% de plus qu'en 2019. Donc là, il y a une vraie démocratisation de la création d'entreprises et ça passe par là. Et on parle des deux bouts de la chaîne. J'ai aussi pas une statistique, mais un mouvement. C'est que donc on parle des licornes. On est à 11 licornes en France. Et la dernière a été donc Vestiaire Collectif, qui a été créée, cofondée par deux femmes, Fanny Moison et Sophie Hersan. Donc, on voit que les deux maillons de la chaîne se bougent. Et puis, d'ailleurs, on a Lorraine, je pense maintenant, qui est connectée et qui peut parler de ça aussi. Et dernier tout petit détail sur le sujet de une autre problématique dans les statistiques que je n'ai pas mentionnées, c'est que donc, déjà, il y a 90-91% des fonds qui sont levés par des équipes exclusivement féminines. Et surtout, et ça c'est plutôt problématique, c'est plus problématique, il y a plus d'actions à mener sur ça, c'est que les montants levés pour une équipe masculine ou
par rapport à une équipe mixte ou exclusivement féminine est plus important pour un projet similaire, à une taille de fonds similaire, etc. Donc, on parle de 2,3 fois plus ou 2,5 fois plus des montants levés pour une équipe masculine par rapport à une équipe féminine. C'est un peu le même sujet que les différences de salaire qui n'ont pas d'existence autre que par le genre et tout ce qu'il y a autour de fantasmes autour du genre et du coup des blocages qui sont à débloquer. C'est plutôt aussi sur ça qu'il faudra peut-être travailler. Mais après, voilà, je voulais compléter un peu la partie statistique avant de parler des solutions parce qu'il y a beaucoup de questions sur les solutions qui ont l'air intéressantes. On va en venir juste après au niveau des solutions. Lorraine, c'est une bonne transition. Toi, tu as cofondé avec Alex donc Woonies et donc une équipe mixte. Quelle est ta vision là-dessus? Comment marche ton association? Ouais, alors désolée pour le petit loupé, comme quoi on peut être entrepreneur dans la tech et avoir une mauvaise connexion Internet et aussi d'ailleurs être non-tech et monter une société tech. Donc c'est une bonne transition parce que moi du coup j'ai un parcours, je suis alumni dauphinoise aussi, j'ai fait un parcours en gestion de patrimoine et finance et donc dans mon ancien métier, je travaillais aussi au contact d'entrepreneurs. Du coup, j'avais travaillé 3 ans chez Natixis et je conseillais des entrepreneurs dans leur session d'entreprise et dans les placements financiers qui allaient derrière. Et dans mes clients, j'avais quasiment d'ailleurs que des hommes avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2017 avec Alex. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses. Alors, peut-être pour dire un mot de Woonies, nous, on avait pour ambition, et on a toujours d'ailleurs, d'utiliser la tech pour faciliter le parcours d'accès au logement partagé. Donc, à l'origine, on avait lancé la première application de matching pour colocataires, donc, qui allait intégrer pour la première fois à la fois une interface de recherche de logement, mais aussi de rencontres entre personnes, un petit peu comme sur une application de rencontre. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître et ensuite, on a développé énormément la plateforme sur des aspects immobiliers liés au co-living, à l'accès au logement étudiant, etc., en permettant maintenant d'avoir une plateforme de réservation de logement qui va permettre d'avoir un parcours qui est orienté autour du locataire et de ses besoins d'accès au logement. Donc, on est partout en France aujourd'hui. On a accompagné plus de 100 000 personnes et on a levé des fonds aussi. Donc, ça, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que c'est vrai que c'est pas simple la levée d'amorçage. On a levé 1 600 000 euros en seed auprès d'investisseurs business angel. Donc, c'est aussi un sujet au niveau de la mixité des investisseurs parce que aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir 3 business angels femmes au capital sur 15. Donc, c'est pas mal par rapport à je pense, beaucoup de startups. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas courant aujourd'hui de trouver des investisseuses, donc des figures féminines qui investissent dans des boîtes. Donc, moi, mon association avec Alex, je pense clairement c'est une force. Vous avez abordé énormément de sujets. Je pense que les arguments qui vont pour la diversité, la richesse des points de vue, quand on crée des algorithmes notamment pour éviter les biais aussi, puisque quand des équipes 100% masculines travaillent sur de la tech, c'est vrai que parfois il y a des biais qui ne sont pas forcément pris en compte. Donc, il y a cette diversité de points de vue qui est liée en fait à la nature humaine et au fait que les femmes et les hommes réfléchissent différemment. Je pense qu'il y a pas mal de barrières au démarrage. Donc, on en parlait sur la création d'entreprise parce que je pense qu'effectivement, sur la partie légitimité, c'est vrai que les femmes attendent souvent d'être complètement, de se sentir complètement prêtes ou en tout cas formées. Je parle surtout sur des parties tech pour se lancer et d'essayer de maîtriser le sujet avant de se lancer dans une aventure, puisqu'on a peut-être une aversion au risque, parce qu'on a une vision peut-être un peu plus pragmatique aussi que certains hommes qui foncent sans se poser trop de questions. Donc, il y a peut-être aussi ces biais-là qui font qu'on a plus de barrières en tant que femme pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, oui, je pense qu'on va parler des solutions, mais sur la partie sensibilisation et proximité dès l'école ou dans les incubateurs, parce que notamment, je pense à Station F,
où on était incubé aussi après Dauphine, qui crée des programmes type Fighters Programme qui permettent des entrepreneurs issus de la diversité d'avoir accès à des ressources et à des mentors. Enfin, d'ailleurs, on lance un programme de mentoring pour mentorer des entrepreneurs issus de la diversité, justement, qui vont avoir accès à d'autres entrepreneurs qui ont plus d'expérience ou qui vont pouvoir les aider sur des thématiques particulières. Donc, il y a pas mal de réponses qui, je trouve, vont dans le bon sens, de la mixité comme de la diversité. Et donc, je vais laisser la parole puisque je pense que le sujet est assez vaste, mais clairement, c'est une force aujourd'hui pour nous d'avoir une équipe mixte. Et d'ailleurs, on est 2 associés, donc une femme et un homme. Et aujourd'hui, on est 18 dans l'équipe et on est à parité aussi au niveau de l'équipe et au niveau des managers de pôle. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. J'ai une petite question pour toi, Lorraine, sur ce que tu viens de dire, si je peux me permettre. Oui, Tu as senti que c'était plus dur pour vous et pour toi de lever des fonds quand tu levais des fonds ou tu t'es pas posé la question et tu as eu des comportements en face de toi qui étaient un peu bizarres ou bloquants? Alors, ouais, c'est toujours une question alors, globalement, non. C'est plutôt enfin, j'ai toujours eu plutôt une bonne écoute de la plupart des investisseurs avec lesquels j'ai discuté. Ce serait mentir que te dire que j'ai pas eu une ou deux fois voilà, des investisseurs qui écoutaient plus ce que mon associé Alex avait à raconter que moi. Et quand ils ont compris que j'étais cofondatrice, ils ont tendu un peu plus l'oreille. Mais c'est vrai que j'ai été confrontée à quelques situations un peu cocasses comme celle-là, mais objectivement, dans la majorité des cas, je pense qu'il y a quand même une certaine bienveillance, surtout dans les nouvelles générations d'entrepreneurs. Peut-être que les anciennes générations sont un peu moins… parce qu'en fait, on reproduit un peu les schémas qu'on connaît. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu, dans les anciennes générations d'entrepreneurs, etc., peut-être encore des modèles, des clichés qui ont un peu la vie dure. Mais globalement, je trouve qu'il y a une certaine bienveillance et une bonne écoute des investisseurs aujourd'hui, que ce soit des VC. Alors aujourd'hui, on n'a pas de VC au capital, mais en tout cas, avec ceux ceux avec qui on discute globalement, je pense que c'est plutôt un atout aujourd'hui que d'avoir une femme cofondatrice. Okay. Merci beaucoup, Lorraine. Je vois que l'heure tourne. Donc, on va passer aux solutions et on va questionner un peu les solutions actuelles, puis essayer d'en proposer de nouvelles. Et ensuite, on passera aux questions. Donc, quelles sont les solutions actuelles? Donc, Adrien a parlé de la charte Sista, d'accélérateurs féminins, de programmes comme le programme Fighters, donc qui est plutôt pour la diversité. Est-ce que vous voyez d'autres solutions? C'est difficile. Pour moi, je peux me permettre, il n'y a pas de solution magique, sinon on l'aurait mis en place, je pense, depuis longtemps. Il y a une inertie qui est forte, qu'il fallait bouger, ça s'est fait, dans le sens où il y a ces événements, etc. Les solutions, quelque part, quand est-ce qu'elles seront trouvées, quand est-ce qu'on n'en parlera pas, c'est quand il y aura plus ce genre d'événements et qu'on se posera plus ce genre de questions. Mais ça, le chemin est un peu long, donc il faut être un peu patient. Je pense que ça va se faire ressentir sur les 3 ou 4 prochaines années. C'est un mouvement de fond, hein. Recruter des partenaires de fonds femmes pour investir dans des projets femmes, pour diversifier la logique de l'investissement, tout le carcan. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées par Sista, etc. Vous pouvez les retrouver en ligne, mais sur l'organisation d'événements, plus de rôle modèle, voilà, Vestiaire Collectif qui a levé, sensibiliser leurs équipes internes aussi, leur équipe d'investissement, qui font le travail de screening, de sourcing, comme le disait aussi Valentine, cette sensibilisation qu'on a quand il y a ou pas une femme entrepreneur dans l'équipe fondatrice. Après, je pense que c'est beaucoup un sujet de prise de conscience et pas chez les femmes, c'est une prise de conscience de se dire que le financement, c'est ouvert à toutes et tous. Le leitmotiv d'Eldorado, il est vraiment là, de dire que on doit avoir accès toutes et tous au financement de façon équitable, quel que soit le projet, la région, l'âge, le genre, etc.
et pour un projet égal évidemment, et même la formation, enfin on peut parler de tout ce qui compose une équipe fondatrice, mais que les femmes déjà n'aient pas de biais, n'aient plus de biais, ne se disent pas c'est pour les autres, c'est pas pour moi, et il faut se tenter, c'est comme créer une entreprise, il faut y aller, il faut se motiver, et il y en a de plus en plus, et c'est très bien pour la diversité de l'écosystème, mais aussi pour lever des fonds. Je pense que beaucoup de femmes, ces dernières années, et même encore aujourd'hui, se disent ouais, lever des fonds, je ne sais pas trop, parce que moi, j'aime bien le modèle un peu. On m'a dit que c'était mieux de faire un modèle d'autofinancement. Et ce n'est pas un débat, en fait, l'autofinancement versus la levée de fonds. Il n'y a pas de débat, c'est deux choses totalement différentes. Mais les entrepreneurs femmes se mettent vite dans des cases, alors que, mais ce qui est normal, hein, parce que l'écosystème est comme ça. Et je pense que c'est plutôt aussi au niveau des hommes qu'il y a une grosse prise de conscience à faire. Je ne veux pas rapprocher ce mouvement de l'entrepreneuriat féminin au salaire globalement et au mouvement MeToo ou autre, mais quand même, récemment, quand je vois qu'avec l'affaire Pierre Ménès, je ne sais pas si vous avez suivi ce journaliste sportif qui a tenté de se défendre après avoir commis quand même des gestes très déplacés, voire même de l'agression sexuelle, se dit pour sa défense, mais je ne pensais pas choquer, et il ne le pensait vraiment pas. Ça veut dire que bon, sur ce sujet, il y a des gens qui sont très en retard, et pareil sur le sujet du financement. Et donc, je pense que la sensibilisation, elle doit être aussi faite au niveau des hommes qui décident, donc de la BPI, des fonds d'investissement, des clubs d'investissement, des associations, des clubs de business angel et autres, de dire mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être une femme. D'ailleurs, vous ne le saurez jamais puisque vous êtes un homme. Sauf voilà, choix chirurgie ou autre, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est et vous ne le saurez jamais, et vous ne pouvez pas comprendre ce que vivent des femmes dans certaines parties de leur vie, et en particulier dans la création d'une entreprise et dans l'accès au financement. Elles ne vivent pas la même chose que les hommes. Et quand les gens vont commencer à comprendre ça et à l'intégrer vraiment, je pense qu'il y aura plus du coup d'ouverture et plus du tout aussi d'idées préconçues en disant, catégorisant homme-femme, quoi, quelque part, quand on a un dossier d'investissement, un peu comme les CV à une époque, hein, quand on imposait et qu'on a imposé des lois pour enlever les photos, enfin faire des sélections, prouver qu'il y avait des sélections sans photos, etc. Des personnes qui candidataient. C'est un peu pareil sur les dossiers de start-up. Je suis certain que si on faisait des concours de start-up où on ne mettait pas le genre des fondateurs ou des fondatrices, il y aurait un équilibre naturel qui se ferait, quoi. Donc, je pense que de sensibiliser, gamifier aussi ça, et sensibiliser au niveau des hommes qui prennent ces décisions, ça peut être quelque chose qui n'est pas trop débattu en ce moment, mais qui peut être quelque chose qui se rapproche justement des mouvements MeToo et des autres mouvements pour équilibrer un petit peu plus le monde dans lequel on vit. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez d'autres idées de solutions, ou comment on peut justement encourager la création d'entreprises par des femmes et des équipes mixtes? Alors moi, si je peux peut-être, ouais, à mon niveau, voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact du mentoring, je pense, et dès le début de pouvoir. Moi, j'échange quand même dès que je peux, hein, parce que voilà, avec des personnes, des femmes qui cherchent à lancer leur entreprise et qui me contactent via LinkedIn. Et je pense que c'est super important d'ouvrir sa porte et de se rendre disponible. Alors, je ne sais pas si ça pourrait passer par des masterclass dans des écoles, etc., par des entrepreneurs directement qui viennent au contact des étudiants. Mais je trouve que voilà, nous, depuis 3 ans et demi avec Alex, dès qu'on peut intervenir dans des écoles et dans des masters d'entrepreneuriat, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des vocations d'entrepreneurs qui se créent en dehors des écoles de commerce et sur dans des masters spécialisés. Et du coup, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire et une responsabilité des entrepreneurs qui sont déjà lancés de pouvoir aussi aller au contact des plus jeunes et de dire voilà, on a galéré, mais c'est possible. Et que, en fait, les rôles modèles, c'est bien, mais c'est des gens qui ont déjà très bien réussi. Et je pense qu'à tout niveau, des entrepreneurs peuvent s'engager, et pas que ceux qui sont déjà arrivés à vendre leur boîte. Et c'est super, hein, d'avoir des rôles modèles, et je pense qu'on en manque clairement. Mais je pense qu'à tout niveau, il y a une responsabilité de notre génération d'entrepreneurs
aller au contact des étudiants et voilà, de susciter, enfin voilà, si les vocations sont déjà là, tant mieux, mais en tout cas, de dire que c'est possible et qu'en étant une femme ou issue d'autres minorités, on peut y arriver et que ça rend les choses, ça démystifie un petit peu aussi l'entrepreneur hyper successful qui a déjà voilà, vendu sa boîte, etc. Donc à tout niveau, je pense qu'on peut intervenir. C'est dommage de ne pas avoir ce lien avec les écoles qui soient plus engagées. Ok, ouais. Sarah, justement, on avait discuté par rapport au rôle modèle. Toi, tu avais une vision très proche du rôle modèle. Est-ce que tu peux nous en parler? Pardon, tu disais quoi? Très proche? Très proche, oui, les rôles modèles. Oui, non, mais je partage ce que dit Lorraine sur les rôles modèles. Il ne faut pas que ce soit des gens inaccessibles, mais plus des gens que tu peux contacter. Donc, moi, autant que je peux, et pareil, je vais dans les écoles, je réponds aux sollicitations LinkedIn et tout. Après, voilà, c'est super chronophage aussi, donc tu ne peux pas que le faire, mais je pense qu'il faut tous un peu à chacun le faire. Et ça rend plus accessible. Et en fait, le lien que tu vas pouvoir avoir avec une personne, il faut toujours s'imaginer que ça fait boule de neige, que cette personne va aussi en parler à ce petit écosystème de copines, de copains, etc. Donc, il y a toujours une bascule qui se fait. Et donc, il ne faut pas en effet hésiter. Et même, tu as utilisé, Adrien, le mot militantisme. C'est ça, il faut dire qu'on est féministe, c'est pas un gros mot, c'est bien, il faut qu'il y ait plus de femmes à des positions clés, enfin, on est dans une société patriarcale, enfin, il faut qu'on soit tous ensemble en se disant, il y a un énorme problème aussi, et comme le disait Lorraine, soit être proche de l'écosystème, quoi, de se dire, voilà. Je pense qu'il y a une autre solution qui parlera plus à ce milieu de l'entre-soi dont parlait aussi Adrien, parce que c'est un vrai entre-soi. Enfin, on recrute des gens qui nous ressemblent et les gens qui sont en fonds d'investissement se ressemblent tous parce qu'ils ont fait tous les mêmes études, etc., etc. C'est de parler en chiffres. Parce que beaucoup de ces gens et de ces financiers ne raisonnent aussi qu'une partie en chiffres. Et donc, si tu n'as que des hommes qui financent des projets, et notamment, Adrien, tu as parlé de la licorne française vestiaire collective, bon, il y en a certains qui ont vu que ça allait être un bon business, mais tu as toute une partie de la femtech qui est complètement obscure pour beaucoup de ces gens, puisqu'ils n'ont pas ces problèmes-là, tout simplement. Donc, tu vois, de parler aussi de purement chiffres et business, je pense que tu pourras essayer de changer tout doucement les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de… Je parle du milieu des fonds parce que c'est un milieu que je connais, tu vois. Ils se disent, bon, on va prendre une femme partenaire parce que marketing, quoi. Enfin, c'est assez horrible, mais… et qui ne voient pas l'intérêt fondamental d'avoir quelqu'un qui va peut-être être, ce que tu disais sur le goût du risque, Lorraine, je partage, mais je crois fondamentalement que c'est une question d'éducation et que c'est très, très loin de l'inné et qu'on est tous capables de prendre des risques, mais qu'on ne nous a pas appris à en prendre. Il y a eu des discussions sur LinkedIn sur ces sujets qui sont folles, quoi, où des gens pensent vraiment que les femmes sont nées avec moins de risques dans le sang que les hommes, quoi. Enfin, où là, je me dis, ouais, c'est super loin, on a vraiment encore vachement à éduquer les gens, tu vois, c'est gravissime, quoi. Et c'était, je ne sais plus si c'est Valentine ou quelqu'un de Sista qui déroulait des études, enfin… Je me dis, des mecs répondent et tout. Bref, donc il y a une question d'éducation qui est folle là-dessus, sur le risque et tout. Mince, j'ai perdu le fil de plus en parler, mais bon, je reprendrai après. En tout cas, vous avez compris mon point. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur les femtech, puisque c'est un domaine, donc pour rappel, de tous les produits, services, logiciels qui se concentrent sur la santé féminine. Donc contraception, grossesse, cycle menstruel, etc. Tout ce qui concerne vraiment que les femmes. Et c'est vrai que c'est à la fois un secteur qui va se développer, qui se démocratise, puisque comme tout secteur, il y a un marché et la moitié des femmes sont représentées. Voilà. Donc ça va aussi, je pense, c'est intéressant de voir ce mouvement FemTech qui commence à peine, hein, ça balbutionne depuis quelques mois. Il y a peu d'opportunités encore en ce moment, mais ça va se démocratiser. Je pense que c'est intéressant. Et pas pour rebondir sur ce que tu disais, mais il y a des questions sur les quotas par rapport à ce que disait Valentine tout à l'heure. Il y a deux thèses. Il y a les quotas. Donc, pour rappel, il y a la loi Copé-Zimmermann qui a une dizaine d'années,
sur l'équilibre des conseils d'administration et des COMEX de sociétés cotées, d'imposer des quotas. Et on voit deux phénomènes. Il y en a qui lisent ces quotas a posteriori comme étant ayant fait une progression, puisqu'il y a plus de femmes dans les COMEX, etc. Et il y en a d'autres qui ont une autre lecture en disant oui, mais ça a imposé. Il y a deux arguments. Déjà, ça n'a pas été respecté partout et pas de sanction, donc ça n'a pas été assez respecté. Et l'autre argument, c'est plutôt celui de Valentine, qui est de dire oui, mais les femmes qui se sont fait nommer ont toujours un peu aussi un syndrome de l'imposteur, puisque c'est pour respecter des quotas, est-ce que c'est le fait de, etc. Donc les quotas, il y a ce débat entre les deux. Je suis plutôt de la tendance, comme Valentine, à dire si c'est une histoire de quotas, on a la solution, il suffit de choisir et puis voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on fait ce métier dans l'investissement, que les relations se font et se construisent, parce que c'est pas qu'une question d'investissement, c'est une question aussi d'accompagnement, d'association qui va s'opérer. Donc c'est pas juste la BPI qui fait une subvention. Donc c'est difficile de mettre des quotas sur quelque chose qui va être une relation pérenne. En revanche, et puis pour répondre aussi à ta question, Cécile, je vous partagerai le lien d'une étude Slush. Donc, c'était un grand événement qui n'existe plus malheureusement dans la tech, qui avait fait une très grande étude en 2019-2020 sur la diversité et qui montrait en gros, pour répondre à ta question, que la France n'est pas en retard, mais pas en avance non plus, que c'est un problème européen, que les statistiques sont à peu près similaires, voire un tout petit peu inférieures. Donc, la France de 0,1 ou 0,2%. Donc, c'est un problème qui est assez général dans la tech et aux US. Aux US, ils le prennent d'un autre côté sur les quotas et ça risque d'arriver en France pour ne pas divulguer d'informations confidentielles. Mais aux US, ils ont des fonds exclusivement faits pour les femmes entrepreneurs, donc sur l'investissement féminin. C'est des équipes féminines qui investissent que dans des projets portés par des femmes. Donc là, c'est le côté américain très clivant et c'est leur manière de procéder aussi. C'est sur la manière dont ils font de la discrimination positive. Ça risque d'arriver en France sans trop teaser, mais c'est peut-être un côté qui va permettre d'accélérer la sensibilisation plus qu'autre chose. Et du coup, qu'il y ait cette vague de fonds par le bas qui fait qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent et qui veulent lever, et qu'en haut, les décisionnaires, comme je le disais tout à l'heure, soient plus sensibles à cette idée-là. Et peut-être là, pour rebondir sur ce que tu dis, Adrien, c'est que, et pour donner un côté positif quand même sur l'Europe, c'est que les fonds américains, par exemple, sont extrêmement en retard sur tout ce qui est ESG. Donc, ils ont pris le problème, en effet, il y a les fonds classiques et les fonds diversité. Donc, il y a non seulement des fonds pour les femmes, mais il y a des fonds de minorité, il y a beaucoup de choses comme ça. L'Europe s'est plus concentrée depuis des années sur, en effet, des critères un peu plus globaux. Et dans le G, il y a notamment la mixité dans la gouvernance, et il y a pas mal de choses, qui sont des concepts qui n'existent pas du tout aux États-Unis. Donc, ils ont pris cet angle-là. Donc, ça a créé en revanche beaucoup d'autres problèmes quand nous, on l'a pris au début d'une façon un peu plus globale et donc ça arrivera certainement après. Sur les quotas, j'y reviens juste sur ce que je disais, c'est que imposer des quotas dans des sociétés cotées, tu as une supply qui est quand même beaucoup plus grande. Si on en revient sur les chiffres que tu citais ou que je citais, sur le nombre de sociétés créées dans lesquelles une femme est cofondatrice, si à un stade de marché non mature de création de société t'impose des quotas, tu crées un biais qui est terrible, qui est absolument terrible et qui, en tout cas, le métier d'investisseur et le métier d'investisseur, j'espère, comme on le fait tous, en tout cas au niveau de l'amorçage, c'est une vraie rencontre avec une équipe. Et si cette rencontre, elle est biaisée par des quotas, elle peut être extrêmement détrimentale finalement pour la société au final, parce qu'on ne se rencontrera pas parce qu'on souhaite réellement investir, mais pour respecter des quotas. Et c'est beaucoup d'autres choses finalement l'investissement en amorçage que uniquement des quotas. Et je pense qu'on peut réussir à trouver des solutions qui permettraient quand même de créer des belles sociétés sans infliger ce biais qui serait finalement pire que de laisser la situation comme ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Je ne vois pas s'il y a d'autres questions sur ça. On ne recrute pas des femmes car on n'en trouve pas. C'est vrai que ça, c'était un des arguments aussi des personnes qui disaient, voilà, nous, on ne peut pas investir parce qu'il n'y a que 9% ou 10% des projets qui sont portés par des femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, on va voir si ça inverse la tendance. C'est comme le recrutement. L'excuse qu'avaient certaines personnes, c'était de se dire, il n'y a pas assez de candidates. Donc, comme ça s'inverse par la création d'entreprises, on pense que ça va faire évoluer les statistiques aussi.
Non, puis c'est faux en plus. Enfin, En des plus. candidates, il y en a plein, quoi. Enfin, euh, moi, j'ai la liste dans 10 métiers différents de femmes qui souhaitent être recrutées à super haut niveau. Donc, en fait, c'est à un moment, il faut aussi se dire, c'est pas vrai, quoi. Juste, il y en a. Juste, soit tu les vois pas, soit tu vas pas les chercher, soit quand on te propose, tu te dis que non, pas forcément. Mais il y en a, en fait. Ça, c'est pas un... Et peut-être influer en effet la mixité dès le début, parce que pour le coup, et nous, on voit beaucoup dans nos boîtes, quand les équipes sont masculines et que les 10 premiers employés sont des hommes, Ah. il y a même des femmes, quand on en trouve, elles ne veulent pas venir. Voilà. Ah ouais. Donc, il y a aussi vraiment ça quand même, qui est que ça se joue vraiment à l'origine de la création de l'entreprise. Et très vite, Ouais. quand tu as 20 mecs, après, bah, voilà, c'est sûr que c'est moins facile aussi de recruter des femmes que si c'était constitué sur la base d'une équipe mixte. Ouais, tout à fait. J'en connais pas mal. Ouais, c'est sûr que tu as pas mal de boîtes tech, notamment des SaaS purs au début, qui ont été bootstrappés par des équipes de mecs qui y vont en mode vraiment comme des guerriers. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à recruter aujourd'hui des femmes. Et c'est vrai que c'est clairement lié à la culture d'entreprise. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à insuffler dès le début dans les recrutements. Et sans faire de quotas, je pense que c'est à la portée de tout le monde. D'avoir des piles de CV et d'avoir, voilà, à compétences égales, entre guillemets, d'essayer d'équilibrer les recrutements sans faire de quotas vraiment stricts. Mais clairement, nous, clairement avec Alexandre, quand on a deux CV à compétences égales avec un bon fit, etc., on essaye d'équilibrer dans tous les cas nos recrutements entre une femme et un homme. Et oui, on l'assume complètement. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde dans les process de recrutement parce que il n'y a pas de déséquilibre forcément flagrant dans les CV en général. Et après, c'est vrai que c'est difficile parce que ça reste, quand on est en amorçage, des petites équipes. Donc, il faut absolument privilégier aussi le fit humain. Mais voilà, quand on a des CV, on essaye, je pense que c'est facile d'équilibrer dans ces process de recrutement dès le début sans avoir à l'inscrire dans le marbre en disant qu'on respecte des quotas, quoi. Moi, je vous partage juste dans le chat une super étude sur la diversité et l'inclusion en start-up qui a été faite par Judith Tripart, qui est DRH et qui anime aussi un pool d'une centaine de DRH par Slack, une communauté qui est super active. 138 startups ont répondu avec pas mal d'outils et notamment pour le recrutement. Écoute, Théo, je t'attendais. Vous n'êtes pas en mute, il y a des gens pas en mute. Donc, super étude pour expliquer aussi des tools. Je revenais sur l'histoire du recrutement et les jobs, les offres d'emploi, et notamment qui montrent que si dans ton offre d'emploi, tu mets une série de compétences, les femmes vont s'auto-censurer si elles n'ont pas 98% de ces compétences, alors que des hommes, je pense que la moitié, ils y vont franco. Donc, parler plutôt de la tâche que de la compétence. Et donc, vous avez dans cette étude-là, je vous ai partagé son drive, la possibilité de bien formuler les offres d'embauche. Bon, et puis, si vous êtes des femmes et que vous cherchez un job, allez-y, parce que sachez que les gens n'ont pas toutes les compétences qui sont écrites pour aller postuler à une offre d'emploi. Clairement. Et si on peut, c'est un sujet qui est un peu à part, mais les développeuses, donc sur le code informatique, etc., honnêtement, nous, en tant que recruteurs, on galère. Il y a quasiment pas aucun profil, quoi. Nous, on a recruté, on a 6 personnes dans notre équipe tech. On a une fille. Non, pardon, on a 2 filles. Mais honnêtement, c'est compliqué, de recruter aujourd'hui des profils de développeuses. Et il y a dans les écoles de développeurs et de développeuses, clairement, en infériorité. Il y a aussi une pédagogie à faire sur ces métiers-là parce qu'on galère en tant que start-up. En tout cas, tous les bons profils féminins, ils vont dans des grosses boîtes tech et pas dans les startups. Donc, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrive pas à recruter des profils féminins aussi en développeuse. Donc, c'est un autre sujet. Ouais, c'est encore plus difficile. Et une question d'Alexandra, moi c'est intéressant, ça me fait toujours rebondir parce que je m'étais pris la remarque. Mais ne pensez-vous pas qu'en donnant aux femmes ou aux autres minorités dans la tech, faire attention, les femmes ne sont pas une minorité. Juste une question de sémantique. L'occasion d'être financé en incluant la possibilité de réciprocité serait-ce l'occasion de faire de futurs investisseurs dans des projets tech portés par des femmes ou des équipes mixtes? Je n'ai pas très bien compris les questions.
l'occasion d'être financé en incluant la possibilité de réciprocité. Donc, c'est ce qu'on disait peut-être tout à l'heure sur le fait qu'il y ait plus de femmes investisseurs aussi, qu'il y ait plus de femmes financières, mathématiquement, je pense. Si j'ai bien compris ta question, Alexandra. N'hésite pas à reformuler sinon dans le chat. Ah, ouais. Une femme porteur de projet pourra être investisseur femme. Après, il y a un cycle aussi. Hein. Les business angels, par exemple, c'est quelque chose aussi qui est assez en retard. Généralement, il y a 3 catégories de business angels. Il y a les anciens entrepreneurs qui réinvestissent. Il y a les cadres supérieurs qui diversifient leur investissement ou les retraités qui aussi veulent diversifier leurs risques, etc. Et par les catégories socio-professionnelles, on voit déjà que c'est sous-représenté. Les femmes sont sous-représentées, donc forcément, en termes d'investissement, c'est sous-représenté. Mais il y a une tendance qui se passe de plus en plus et qui fait plaisir à voir, c'est que sur les business angels entrepreneurs, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui ont fait des exits et qui deviennent investisseurs aussi. Et Lorraine, tu le disais, tu avais 3 BA femmes. Je pense que ça aussi, ça se diversifie et ça va faire en sorte qu'il y ait moins de biais ou moins de syndrome de l'imposteur chez des femmes parce qu'elles vont être en contact avec des business angel femmes qui ont vécu un peu avant leur galère ou leur succès d'entrepreneur. Donc, je pense que c'est une tendance qui peut continuer. Il faut attendre un peu, quoi. Ouais. Moi, je suis au board de 2 boîtes en tant que BA. J'ai mis des tout petits tickets, et tu vois, pareil, on parlait de rôle modèle, j'en parle tout le temps aux étudiants. Aux étudiants, tu vois, dès qu'elles peuvent, tu diversifies aussi tes actifs dans un truc super risqué. Attention, on n'est pas sur un placement sûr. Donc, en effet, c'est des trucs super risqués, mais tu arrives sur une aventure, tu apprends aussi énormément. Donc, c'est encore une fois de l'apprentissage aussi pour toi. Tu donnes de ton réseau, tu donnes de ton temps. Et puis, voilà, c'est quelque chose de positif. Et tu parlais d'entrepreneurs aussi qui donnent de leur temps. Céline Lazorte, Marie Houtier, tous ces entrepreneurs qui ont réussi, qui donnent de leur temps. Malheureusement, aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main, mais elles font, c'est chouette, tu vois, on voit qu'elles font pas mal de talks là-dessus sur LinkedIn. Enfin, je pense que plus on en parlera, plus on ira. Et tu mentionnais, Adrien, le fait qu'il n'y en ait pas encore assez. Et on a loupé le coche de la finance et du politique ces 20 dernières années. C'est aussi le résultat qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas à des niveaux de cadre sup, etc., qui permettent aussi d'investir. Enfin, je pense qu'il y a un sujet à plus haut niveau qu'on ne voit pas, hein, et qui vient, enfin, juste l'émancipation des femmes, ça a 25 ans, quoi. Donc, sur 2000 ans d'histoire. Donc, franchement, c'est juste, on a été que discriminés dans notre histoire. Il y a Thomas Pesquet qui en parle dans Society pour dire les femmes astronautes, évidemment qu'il faut de la discrimination positive. Ça fait 2000 ans qu'elles sont discriminées, mais on vient de là quand même. Et juste, on a eu fait des progrès considérables ces 25 dernières années. C'est quand même assez optimiste, je veux dire, la période qu'on est en train de vivre pour les femmes et ce qui est en train de se passer. Et tu parlais des médias, etc. C'est ça, quoi, l'ouverture des vannes. Les médias, la littérature, c'est assez monstrueux, quoi. Ouais, Thomas Pesquet, il a oublié, je crois que c'était Claudie Ignoré qui était la première femme astronaute française, qui était sa prédécesseur. Mais non, mais c'est vrai qu'il a tout à fait raison. C'est aussi d'autres écosystèmes. Là, on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas assez d'ailleurs. C'est aussi le rôle des journalistes et de la communication au sens large. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Peut-être c'est à eux aussi d'imposer des rythmes où on peut parler. Alors, aujourd'hui, si on parle des femmes entrepreneurs dans les journaux ou dans les conférences, on va en parler justement sur ce sujet de la mixité. On ne va pas en parler sur, maintenant on en parle après sur des secteurs, sur les femtech, on va en parler peut-être sur la licorne, vestiaire collective, etc. Mais encore une fois, on va en parler sur l'exception qui pourrait un jour confirmer la règle. Et c'est ça qui serait peut-être changeant, c'est aussi quand on fait un portrait sur, je sais pas, la biotech en France, qu'on ait le même nombre de femmes et d'hommes, même s'il n'y a que 3% de femmes dans la biotech, je dis n'importe quoi, mais qu'on essaye d'équilibrer ça, et ça enlèvera aussi le syndrome de l'imposteur, parce que les gens lisent ou regardent. Je me souviens que cette problématique aussi de la mixité dans la tech avait été très problématique en 2018, je crois, c'était au tout début d'Eldorado, où il y avait une photo dans Capital ou je ne sais plus quel journal, où il montrait le futur de la tech 2.0, je ne sais pas quoi, les futures licornes françaises. Et il n'y avait que des hommes. En plus, ils avaient eu la bonne idée de les habiller tous pareils comme Xavier Niel
Je me souviens. Une chemise blanche, etc. Donc, c'était génial. Et cerise sur le gâteau, l'article était rédigé par une femme, une journaliste. Donc, tu disais, waouh, là, on n'est même plus dans les biais masculins, féminins, etc. On est dans les biais de société, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas pensé à se dire, tiens, bon, bah, sa réponse a été de dire, ouais, mais dans les 10 opportunités d'investissement qu'on nous a pointées, c'était que des équipes masculines. OK, mais dans ce cas-là, fais un papier à part. Interroge dans ces équipes-là des gens qui sont au COMEX, qui sont femmes, ne mettons pas avant que les fondateurs. Donc, je pense que les journalistes ont aussi leur rôle à jouer. Personne ne leur dit trop ça parce qu'on essaie de les respecter trop, les journalistes, mais, parce qu'on a peur parfois. Mais je pense que ça peut être quelque chose à creuser aussi. Je balance ça comme ça. Mais... Non, mais tu as raison. Bah, si, les journalistes dans la salle. L'étude Choiseul s'est fait démonter ces derniers jours avec l'entre-soi français qu'on connaît. Pas forcément au niveau de la diversité homme-femme, mais sur la diversité en général. Tout court, ouais. C'était une cata, quoi. Enfin, c'est juste… Dans l'optimisme de Sarah, est-ce que vous avez chacun un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, que ce soit sur le syndrome de l'imposteur ou sur lorsqu'ils vont créer leur première start-up, à quoi ils vont devoir penser? Il y en a beaucoup de choses. Non, et je pense que la première, c'est d'abord de savoir se tourner vers les autres et parler, enfin voilà, poser des questions sur son projet. Alors, moi, j'ai un conseil, c'est, voilà, je sais qu'il y a des gens qui réussissent très bien à le faire, mais c'est quand même dans les faits assez rare d'entreprendre seul. Donc, trouver déjà un bon associé, parce que la route entrepreneuriale est longue et sinueuse. Donc, il vaut mieux qu'on soit une bonne équipe à bord pour pouvoir aborder toutes ces difficultés et ces bonheurs aussi, hein, parce que c'est très riche, la route d'un entrepreneur. Donc, voilà, trouver déjà le bon associé avec qui on est assez complémentaires au niveau de ses missions, où on a une vision assez commune. Il faut vraiment avoir en tête toujours d'être très transparent, de bien communiquer avec ses associés ou futurs associés, et vraiment pas hésiter de parler, de se tourner vers des structures d'accompagnement. Nous, on a commencé à Dauphine, hein, les premiers jours de Wimiz ont vu le jour. Enfin, on a créé la boîte quasiment au sein de l'incubateur. Donc, c'est hyper important d'être accompagné et vraiment d'aller voir d'autres entrepreneurs, mais pas que, de demander conseil à des personnes qui sont dans l'écosystème, qui ont de l'expérience et qui sont souvent bienveillants et qui vous aident à aller plus vite, en fait. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais pour se lancer au début. Et c'est pas grave de pas savoir, et c'est pas grave de pas avoir la bonne formation qu'il faut parce qu'il y en a pas, en fait, on apprend tous les jours. Donc clairement, faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur, parce que on se forme, on apprend à se faire confiance en créant sa boîte. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, Lorraine. Et donc aussi, sans parler forcément de profil entrepreneurial, mais ceux qui veulent avoir des postes à responsabilité ou même devenir investisseurs, quels conseils vous leur donnerez? Puisqu'on disait qu'on manquait de femmes investisseurs aussi. Bah non, mais juste rencontrer, moi je suis tout à fait d'accord, il faut aller à la rencontre. Il y a plein d'initiatives qui se sont lancées comme Baby VC, des jeunes qui se mettent en groupe pour découvrir le métier de VC, qui ne sont pas forcément des jeunes aussi, qui sont issus de réseaux, etc. Donc, il faut aller à la rencontre des gens, il ne faut pas hésiter à les pinguer sur LinkedIn. Aujourd'hui, d'aller en meet-up, ce n'est pas possible, mais tu peux aller sur Clubhouse, tu peux monter on stage sur Clubhouse et aller poser tes questions à des gens comme Xavier Niel, si tu as envie. Donc, ne pas hésiter à aller sur plein de formats. Non, mais c'est vrai, c'est top, quoi. De plein de formats différents. C'est pas… Je pense qu'il y a certes un entre-soi, et c'est sûr, il ne faut pas se le cacher. Le métier des c'est un tout petit milieu, le milieu des investisseurs, mais ce n'est pas impossible, quoi. Je veux dire, on est tous la preuve vivante. Moi aussi, j'étais à Dauphine. Je crois qu'on est tous des anciens de Dauphine ici. Mais bon, voilà, on est… Très diversité, vraiment… cette non, mais voilà, beaucoup de diversité. Enfin, je pense qu'on n'a pas le même parcours avant Dauphine, etc. Mais juste, rien n'est impossible, c'est clair. Par contre, aller à la rencontre, se poser les bonnes questions, rejoindre des groupes, essayer de pénétrer des écosystèmes, c'est vraiment ça qu'on essaye de se dire. C'est pas impossible, quoi. Il y a plein d'initiatives qui se montent. Les nouvelles technologies et la tech permettent aussi de se mettre en relation facilement.
Donc, moi, ça serait vraiment mon conseil. Et vraiment, je rejoins ce que dit, c'était toi, Lorraine. Enfin, allez-y, rien n'est impossible. L'idée ne vaut rien, l'exécution, c'est tout. Et donc, vous êtes unique et vous avez la possibilité de faire un truc de fou, même si… Et puis voilà, la sérendipité de la vie, là, c'est le fameux concept américain. Franchement, en France, on n'est pas assez dedans, mais c'est vraiment ça, les rencontres. Tu sais pas, tu vas lancer un truc, ça va reboulonner sur 3 autres trucs qui va te permettre d'aller… Enfin, c'est ça le… Moi, jamais je me serais dit que j'allais bosser en fonds d'investissement un jour, mais jamais tu m'aurais dit le truc il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et puis finalement, le hasard a fait petit à petit que je m'y suis mis. Peut-être, Lorraine, c'est pareil quand tu as monté ta boîte. Et demain, je ne sais pas ce que je ferai. Peut-être que je développerai Female Agency à fond. Peut-être que je vais me tourner vers autre chose. C'est OK, je veux dire, on est dans un monde où il faut aussi, faut vraiment y aller et se donner les moyens d'y aller. Et comme on le fait, on le fait en s'entourant de gens positifs qui te montrent que c'est possible, quoi. Ça, je ne sais pas si l'université est vraiment le meilleur… voilà, je crois que c'est encore assez old school quand même, les programmes. C'est dommage. Mais bon, entourez-vous d'autres gens autour de vous et d'autres initiatives qui se montent. Heureusement qu'il y a des programmes comme des Start et l'incubateur pour rajouter un peu de folie, un grain de folie dans cette université. C'est ça. Il y en a plein de nouvelles startups qui arrivent. Non, mais ouais, c'est top. Il y a plein de femmes aussi dans nos nouvelles startups étudiantes. Donc, on est vraiment ravis. Trop bien. Vous allez pouvoir les découvrir l'année prochaine, puisqu'on va sûrement les faire intervenir aussi. Adrien et Valentine, est-ce que vous avez un petit conseil aussi pour les personnes qui nous écoutent? Moi, je rejoins exactement ce que dit Sarah. Moi, je suis devenue investisseuse vraiment par le pur des hasard. Moi, j'étais une avocate. Donc, vraiment, ça n'avait strictement rien à voir. Et c'est vraiment ici, donc, en devenant business angel, parce que je connaissais très bien un secteur et que donc des entrepreneurs venaient me voir pour que je les aide du côté juridique et réglementaire à monter leur projet, que ça ne correspondait pas tout à fait à la type de clientèle que visait mon cabinet. Et que je leur disais, écoutez, moi, je trouve ça quand même génial ce que vous allez faire. Voilà. C'est vraiment l'inverse. Je ne vous facturerai pas d'honoraires. Au contraire, je vais investir mon propre argent chez vous. Et comme ça me donnera envie de vous aider soir et week-end. Et à force de l'avoir fait, parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait très peu de femmes, justement, business angel, j'ai été de plus en plus identifiée. Et voilà. Et c'est comme ça, finalement, par une initiative que maintenant je fais ce métier-là. Donc, je pense qu'en effet, ça sera d'autant plus vrai encore pour les étudiants qui sont maintenant en master. Mais ce qui compte, c'est de développer des hard skills, c'est de rencontrer des gens et de se dire qu'on changera certainement de métier 3 fois, quoi. Et que donc, finalement, ce côté carrière, ou est-ce que je vais finir par arriver à ce poste en étant une femme ou pas une femme, voilà, chacun a en main son destin. Ce qui compte vraiment, c'est de se développer, c'est d'apprendre tous les jours, c'est d'aller chercher cet extra mile. Et ça, voilà, ça, c'est ni être un homme, ni être une femme. D'où qu'on vienne, on peut aller le chercher. Et c'est surtout ça, je pense, le meilleur conseil, c'est que le monde a un peu changé et c'est d'aller chercher l'extra mile en permanence, quoi. Merci beaucoup, Valentine. D'accord, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, si ce n'est que d'ailleurs, au contraire, c'est le moment d'accélérer puisque tout le monde est sensible sur ce sujet. Donc, il faut profiter de saisir cette tendance pour aller créer sa boîte et se lancer, quoi. Faut vraiment, au contraire, même plus qu'avant, pas se mettre de biais et foncer, quoi. Merci beaucoup, Adrien. Surtout dans les périodes de crise où, au final, c'est là où il y a le plus d'opportunités à saisir. Donc, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est réel. Et moi, j'ai créé ma boîte sur un problème personnel que j'avais rencontré en vivant en colocation. Et quand on ouvre un peu les yeux sur tout ce qui nous entoure, on peut quand même voir pas mal de choses à faire et pas mal de business à créer. Donc ouais, il faut rester ouvert sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Et je pense qu'en tout cas, c'est des belles périodes pour se réinventer ou en tout cas pour rebondir sur des opportunités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui ont été créées lors des crises, vu que une startup répond à un problème et donc on n'a plus qu'à trouver plein de solutions. Donc vraiment, c'est le moment. C'est vrai que si on rassemble tous vos conseils, tout par des rencontres. Donc n'hésitez pas à rencontrer, à parler aux personnes et à contacter par LinkedIn. Les gens sont quand même assez ouverts et répondent. Ils sont bienveillants. Je vois qu'on a encore des petites questions dans le chat. Et non, je n'ai pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants?
Sinon, on va pouvoir clore. Et moi, je voulais vous remercier parce que vraiment, c'était un échange passionnant, hyper intéressant. Je pense qu'on a tous appris énormément. Et je voulais finir sur la semaine qu'on organise qui s'appelle la Tech Week, qui est une semaine pour apprendre à coder. Donc, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, inscrivez-vous. C'est pour les étudiants de Dauphine. Toutes les informations sur notre Facebook. Et c'est une semaine très enrichissante. Vous allez rencontrer plein d'autres étudiants et vous allez apprendre les bases du code qui pourront sûrement vous ouvrir d'autres portes dans le futur. Bonjour, excusez-moi, je sais que vous allez clore l'événement, mais j'avais juste une petite question. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du développement des hard skills et j'aimerais savoir dans vos business respectifs, quels sont les hard skills les plus attendus ou qui reviennent le plus depuis la crise ou en 2021. Personnellement, j'ai commencé ma formation de développeur web, mais je voulais savoir à peu près les hard skills qui sont attendus en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Apprendre le code, ça ne veut rien dire en réponse à Clément qui répond. Non, moi je trouve ça cool d'apprendre le code et de se former, avec le wagon. C'est pas indispensable, mais ça dépend de ce que tu veux faire et de ton métier en fait. C'est plutôt ça, la question qui peut se poser. Mais après, si tu es intéressé aussi sans en faire ton métier, ça peut être une corde en plus à ton arc. Enfin, on se disait créer la voix, créer, etc. Ça montre aussi que tu es intéressé par un écosystème, par un milieu. Moi, je me suis formée au produit et pourtant, je ne suis pas CPO aujourd'hui, mais j'ai payé ma formation de product parce que c'est un métier qui m'intéressait. Il y a encore des micros. C'est la caméra, ouais. Moi, j'irais plus sur le développement de soft skills qui sont clés aujourd'hui, l'agilité, apprendre tout au long de sa vie, parce que c'est ça qu'on va vous demander finalement. Et moi, les gens qui rejoignent mon équipe, à chaque fois, je cherche plutôt des gens qui ont une écoute. Et donc ça, même en tant qu'entrepreneur, je pense que Lorraine, c'est le premier truc. Moi, j'ai investi dans un entrepreneur qui ne sait pas écouter. Je me suis suffisamment trompée. Donc voilà, donc les capacités d'écoute, d'empathie, possibilité de proactivité, de recherche de solutions. On est tous dans des métiers qui évoluent tellement vite que tu as sans arrêt des problèmes, des nouveaux problèmes qui arrivent. Comment toi, tu ne vas pas juste rester là, statique, mais aussi aller à la recherche de solutions. Tout ça, c'est cette agilité d'esprit. Et je pense que faut plutôt travailler ces soft skills. Et on n'a pas parlé, mais du coup, évidemment, pouvoir travailler en équipe avec les autres et en plus en étant super loin les uns des autres, c'est clé, quoi. Donc moi, je travaillerais plutôt ce côté soft skills et les hard skills, ça dépend en effet de ce que tu veux être. En effet, si tu veux être développeur web, faut que tu apprennes le métier, quoi. Merci. Merci à tous. On va pouvoir finir cette table ronde. On était très ravis de vous avoir avec nous. Merci à tous les speakers, merci à tous les participants. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux événements. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Et je vais finir par une mini-annonce. On va sortir aussi le podcast de l'incubateur. Vous allez pouvoir découvrir des étudiants entrepreneurs. Ce sont les ambassadeurs de l'incubateur qui donnent la voix aux étudiants entrepreneurs de l'incubateur. Et après, pourquoi pas passer faire les alumni. Super idée. Peut-être que Lorraine, tu passes le micro. Écoute, toujours avec plaisir. Allez, bonne soirée. Trop bien, merci à tous. Au revoir. Salut Clem. Mon écran. Au revoir tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir toutes nos aventures.